Bonjour à tous, Judge Andrew Napolitano ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 août 2025. Mon cher ami et grand ami de l'émission, le colonel Douglas McGregor, nous rejoint maintenant. Colonel McGregor, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être présenté. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais vous parler de quelle est la question du moment? Si le président Trump et le président Poutine vont se rencontrer et en fin de compte, votre avis sur la compréhension qu'a le président Trump des Russes et du président Poutine. Mais avant cela, quelques autres sujets que je dois aborder avec vous. Il y a quelques mois, lorsque le président Trump, en faveur du premier ministre Netanyahou, a ordonné au Pentagone de bombarder les Houthis, un bombardement que le secrétaire à la défense Hagerty a qualifié de victoire splendide, cela a finalement abouti à aucun mouvement de la part des Houthis. Mais ce n'est pas ma question. Est-ce que les États-Unis ont dangereusement épuisé une certaine catégorie de missiles utilisés par le Pentagone dans cette attaque infructueuse? Je pense que nous avons dangereusement réduit notre arsenal de missiles, point final, pas seulement ceux qui ont été utilisés dans cette attaque. Et bien sûr, vous faites référence à l'article que nous avons discuté plus tôt aujourd'hui, ou du moins je crois que je vous l'ai envoyé. Oui. Et ce que cet article révèle, c'est que nous sommes terriblement en retard dans la capacité de production de tous ces missiles. Il parlait du SM-2 Block 3, qui est en réalité un missile SM-6. Maintenant, on pense pouvoir produire environ 5 à 600 par an. Si vous voulez faire le genre de choses que nous faisons, si vous allez risquer une guerre totale, avec n'importe qui aujourd'hui qui dispose d'une quelconque capacité militaire, il faut avoir une capacité de production qui soit 10 fois 600. Et c'est que pour la série SM. Nous n'avons même pas parlé des missiles Patriot. Toute notre production de missiles est très limitée. Et nous n'avons rien fait pour changer cela fondamentalement. Ce n'est pas un problème nouveau. Et c'est en partie ce qui était dans cet article. Nous avons des officiers généraux, en d'autres termes, des amiraux dans la marine et des généraux, je crois, dans l'armée de terre et l'armée de l'air, qui devraient tous être tenus responsables de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes concernant la production de ces missiles. Parce que ce sont eux qui, ces 30 dernières années, ont été en position de changer cette situation et ne l'ont pas fait. Et bien sûr, il y a aussi la Missile Defense Agency, un autre coupable. Nous avons dépensé énormément d'argent, nous ne savons pas où il est allé, on n'est pas sûr de ce que nous en avons obtenu. Donc, tout cela est franchement un désastre. Et si nous sommes entraînés à nouveau dans la guerre avec l'Iran, ce que je soupçonne, alors cela deviendra encore plus critique, parce que nous n'avons pas réussi à compenser le déficit que nous avons à ce stade. Comment? Je ne veux pas trop entrer dans le détail. Mais quelle part de notre stock de missiles pour notre propre défense nationale a été épuisée par cette folie en Ukraine? Oh, ça a été un énorme drain pour nous. C'est pourquoi la blague qui est sortie dès qu'on a annoncé qu'un autre paquet que le président Trump allait signer était en préparation, en plus des 55 milliards actuellement en discussion, était il ne se passera rien pendant au moins un an concernant les missiles Patriot et les radars. Et quand cela arrivera, vous aurez au mieux 17 minutes de défense aérienne et antimissiles. En d'autres termes, vous n'avez tout simplement pas la densité de missiles absolument nécessaire pour fournir une défense ponctuelle efficace. Pas une défense de zone, une défense ponctuelle. Autrement dit, vous ne pouvez pas défendre l'Ukraine, mais vous pouvez défendre certains points. Eh bien, pour l'instant, nous ne pouvons même pas faire ça. Et lorsque vous commencez à parler d'un conflit potentiel avec la Russie, je pense que l'étude de l'OTAN, sortie l'an dernier, est toujours valable. C'est que nous pouvons défendre peut-être 5% du territoire de l'OTAN contre une attaque aérienne et de missiles russes. Eh bien, ce n'est rien. Judge, tout cela est absurde. C'est pourquoi les menaces que nous avons proférées sont totalement stupides et vides. Si le président Trump et le secrétaire Hagerty lâchent ce général Donahue insensé pour prendre Kaliningrad, que se passera-t-il en réponse aux troupes américaines en Europe?
c'est un territoire national souverain russe. Donc nous devons supposer que cela serait considéré comme un acte de guerre contre l'État russe. Si vous faites attention à ce qui s'est passé ces dernières semaines en Biélorussie, une unification effective est en cours entre la Russie proprement dite et la Biélorussie. Une unification dans le sens où les citoyens biélorusses, ils ne sont que 8 millions, peuvent maintenant voter lors d'élections qui ont lieu à l'intérieur de la Russie. Ils peuvent occuper des fonctions en Russie. En d'autres termes, les citoyens biélorusses obtiennent effectivement tous les droits et privilèges de la citoyenneté russe. En échange de cela, vous avez ces missiles Iskander qui sont aussi déployés sur le sol biélorusse. Cela signifie que, à l'heure actuelle, dans des zones juste à l'ouest de Minsk, ils peuvent lancer des missiles contre l'Allemagne, qui serait sans doute l'une des cibles, vu le nombre de forces que nous avons dans ce pays. Et cela serait impossible à arrêter, parce qu'ils sont hypersoniques et arriveraient en quelques minutes. En d'autres termes, vous ne lancez plus depuis le territoire russe, vous lancez depuis l'ouest de la Biélorussie. Donc, l'idée que vous allez réussir à envahir et prendre la Prusse orientale, appelée maintenant Kaliningrad, est absurde. Ça ne va pas se passer comme ça. Franchement, je ne connais aucune opération dans l'histoire militaire moderne où quelqu'un a dit « Nous allons attaquer cette enclave très défendue et la prendre en un jour ou deux ». Je veux dire, c'est un peu absurde de faire une telle déclaration. Donc je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que c'était un bluff, franchement. Et un bluff très mal calculé. Et je ne sais pas pourquoi la Maison-Blanche l'a permis. Je suppose que la Maison-Blanche et Haggerty savaient que ça allait arriver. Sinon, on peut se demander pourquoi Donahue est encore en service actif. Mais c'est une autre question. Eh bien, ils devaient le savoir puisqu'ils ne l'ont pas annulé. Ils ne l'ont pas neutralisé. Oui, je pense que cela revient à un autre point que nous avons souvent abordé, Judge. Le président Trump est quelqu'un qui croit que les menaces et l'intimidation fonctionnent. Je pense que c'est le produit de son expérience de vie à New York et du marché immobilier. Et vous savez, franchement, si vous regardez la Maison-Blanche en ce moment et les gens qui dirigent les choses autour de Trump, on dirait que la délégation de New York dirige notre pays. Donc il se peut que tout le monde ait la même idée, que menacer et intimider soit une bonne idée intrinsèquement et que ça fonctionne. Je ne vois aucune preuve de cela, et je pense que c'est très dangereux, particulièrement avec la Russie. Mais je soupçonne que c'est peut-être cette mentalité qui prévaut. Avant d'aborder la Russie et le président Poutine, ainsi que le président Trump, votre ami et collègue, le colonel Lawrence Wilkerson, était d'accord avec son ami et collègue le colonel Bill que c'est un empire en déclin, en perdition. Êtes-vous d'accord avec cette caractérisation? L'administration est en perdition et je pense qu'elle est en train d'échouer définitivement maintenant. Et ça devient de plus en plus évident chaque jour qui passe. Et ça vaut pour tous les sujets. Il n'y a pas de stratégie pour arrêter, évaluer et expulser les immigrants illégaux. Il ne se passe rien là-dessus. Tout ce qui arrive est impulsif. Je ne vois aucune preuve d'un effort sérieux à l'échelle nationale. C'est un exemple. Il y en a plusieurs. Mais je pense qu'en ce qui concerne notre présence à l'étranger, tout est impulsif avec le président Trump. Il n'y a aucune stratégie. Je n'ai jamais détecté de stratégie. Quand il a pris ses fonctions, je crois qu'il a agi comme avant. Maintenant, je suis en charge. Tout le monde doit faire ce que je dis. Ce sont mes idées. On va avancer et les appliquer. Et quand il rencontre de l'opposition, il recule en général. Puis il essaie autre chose. En d'autres termes, il n'y a aucun cadre stratégique cohérent qui guide l'utilisation de la force militaire ou une politique industrielle nationale. Vous voyez la même chose avec les tarifs douaniers. Tous ceux qui s'opposent à moi et à ce que je veux faire à la Russie devront affronter des tarifs à 100%. Puis ils reculent soudainement et disent « non, seulement 25%. » Eh bien la question suivante est « pourquoi des tarifs du tout ?» Eh bien on va vous punir. L'Inde, avec qui nous avons des relations amicales depuis longtemps, est connue pour entretenir de bonnes relations avec la Russie.
En fait, l'Inde est un pays vers lequel vous vous tourneriez pour obtenir de l'aide et faire passer vos désirs, vos buts et intérêts auprès de la Russie. Ce n'est pas un pays que je voudrais offenser ou aliéner, mais c'est ce que nous avons fait. Et donc M. Modi a dit « Merci beaucoup, on n'est pas intéressé. Allez vous faire voir ». Les Japonais ont dit « Nous allons acheter tout le pétrole et le gaz que nous voulons à la Russie ». Tout cela fait partie du même schéma. Il n'y a aucune stratégie cohérente avec des objectifs politico-militaires réalisables. Aucun. Il y a quelques minutes, le président, ou plutôt le premier ministre israélien, Netanyahou, a annoncé que c'est désormais la politique publique d'Israël d'utiliser les forces de défense israéliennes pour occuper la bande de Gaza. S'il demande au président Trump, et que ce dernier ordonne aux troupes américaines au sol d'aider Netanyahou, des troupes qui ne sont pas là pour nourrir les Palestiniens, mais pour les tuer, que pensez-vous que le secrétaire Hagerty fera? Et que pensez-vous qu'il devrait faire? Il exécutera l'ordre. Tout le monde à Washington le fera. Faut-il revenir sur les 5 ovations debout du Premier ministre Netanyahou devant le Congrès? Je veux dire, qui dirige ici? Réveillons-nous et sentons le café proverbial. Le Premier ministre Netanyahou est, en fait, sur ces questions, le président des États-Unis. Il est aux commandes. Maintenant, la question est, que faites-vous si vous êtes en uniforme et que l'on vous ordonne de faire quelque chose que vous considérez atroce, qui contrevient, vous savez, aux lois fondamentales de la guerre et de l'humanité? C'est une autre affaire. Je suis sûr que quelqu'un quelque part dans l'armée ou les marines, que ce soit dans les opérations spéciales ou pas, aurait des questions sur ce sujet. Mais en ce qui concerne les dirigeants, ils sont tous achetés. Ils doivent tout au lobby. Ils vont faire ce qu'on leur dit. Passons au sujet de la rencontre entre les présidents Trump et Poutine et aux conditions de cette rencontre. Hier, le président Trump a signé un décret qualifiant la Fédération de Russie de menace matérielle pour la sécurité nationale des États-Unis. N'est-ce pas absurde? N'est-ce pas en fait, le général Donahue est la preuve contraire? Voyez-vous, Judge, mes opinions? Mais il faut comprendre une chose, et c'est déjà arrivé lors du premier mandat de Trump. Les conclusions critiques de la CIA ont-elles changé depuis qu'il est président? Vous savez, ces conclusions disent essentiellement qui est une menace, qui ne l'est pas. Pourquoi c'est une menace? C'est très détaillé dans l'analyse et la base. Eh bien, la réponse est rien n'a changé depuis que Trump est revenu à la présidence. Toutes ces conclusions restent valides. Donc non, c'est complètement ridicule. Et je pense que Trump, en privé, doit penser pareil. Mais il lui manque la force, il lui manque la confiance en lui, la conviction de s'en éloigner et de dire c'est ridicule. Non. Et nous n'avons aucun intérêt, sous aucune circonstance, à faire la guerre à la Russie, ou à la Chine d'ailleurs. C'est pas dans notre intérêt stratégique. Au contraire, nous avons un fort intérêt à trouver un accord avec la Russie pour éviter tout conflit. Mais il n'en est pas là. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Il se conforme donc à ce que le statu quo dicte, un statu quo qu'il n'a pas créé, mais auquel il est subordonné. Pourquoi le président Poutine négocierait-il avec le président Trump alors qu'il finance une guerre contre la Russie, alors que des agents américains arment des missiles et autres projectiles pour tuer des soldats russes? Donald Trump tue les personnes avec qui il négocie. Demandez aux Iraniens. Il a pris cette habitude chez Netanyahou, qui tue la plupart de ses opposants à la négociation. Écoutez, je pense qu'il faut comprendre plusieurs choses. Les Russes ont toujours été ouverts à l'idée de discuter avec nous, ou remontons à l'administration Biden. Ce n'est pas les Russes qui ont refusé en toutes circonstances de parler au président Biden ou à son administration. Pas du tout. C'est nous qui avons dit « Non, nous ne parlerons pas avec vous. Nous sommes moralement supérieurs. Vous êtes mauvais. Et parce que vous êtes mauvais, nous ne pouvons pas discuter avec vous. » C'est en quelque sorte un discours standard de la gauche. Le président Trump est arrivé au pouvoir et les Russes ont très clairement dit qu'ils étaient tout à fait prêts à parler avec lui. Donc ce n'est pas nouveau, pas du tout. Cependant, la question est, quel est le but de cette rencontre? Les Russes ne sont pas idiots. Ils savent comment le président Trump pense et agit.
Trump a une vision très court-termiste. Il ne regarde rien à long terme. Il pense en termes de « je dois gagner », vous savez, je dois être celui qui gagne, je dois dominer. Ils savent ça. Alors la vraie question est, pourquoi prennent-ils la peine de le rencontrer? On ne sait pas ce que Trump a dit en privé, car la position russe est très claire et ne va pas changer. Maintenant, il y a des choses que nous pouvons faire, qui peuvent les satisfaire, et des choses qu'ils pourraient faire qui nous arrangeraient. Surtout si on accepte d'envisager une vision stratégique plus large. Et les Russes, si on remonte à 2021, avant même l'intervention en février 2022, ils nous ont envoyé des propositions. Ces propositions portent sur l'architecture de sécurité européenne. Et je pense que les Russes aimeraient discuter non seulement de l'Europe, mais aussi du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Ouest. Car nous sommes maintenant actifs à leur frontière sud avec les Israéliens, essayant de semer le chaos en Azerbaïdjan et ailleurs. Je pense donc qu'ils s'intéressent à une vision stratégique plus large. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Je crois que Trump veut une rencontre qui fasse de lui un héros, non? Où il pourra dire « Eh bien, j'ai réuni Zelensky et Poutine et nous avons fait la paix ». Ça n'arrivera pas. Les Russes ne vont pas parler avec Zelensky. Ils ne le considèrent pas comme légitime, et ils ont raison. La question est « Que veut Trump ?» Et il dit qu'il veut Zelensky présent. Autant que je sache, dans les échanges de ces dernières heures, les Russes ont dit absolument non. Et Trump a répondu « Si Zelensky n'est pas là, je ne peux pas vous rencontrer ». Ce qui évidemment est absurde. Car rappelez-vous, Zelensky, avec cette guerre en Ukraine, juge. Ce n'est pas sa guerre. Zelensky n'est pas forcément son homme. En fait, je ne comprends toujours pas pourquoi Trump n'a pas pris Zelensky par le col et ne l'a pas viré du bureau ovale quand il est venu ici. Mais vous savez, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec Trump, sauf que fondamentalement, c'est un gars de télé-réalité. C'est un brillant marketeur, et il veut une rencontre qui le mette en valeur, ainsi que son administration. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'il aura ce qu'il veut, car les Russes sont sérieux. Ils cherchent un vrai résultat. Et je pense que c'est l'architecture stratégique plus large qui les intéresse le plus, car franchement, du point de vue russe, cette guerre en Ukraine ralentit considérablement, et quand elle se terminera, ce sera selon leurs conditions. Donc, il n'y a pas beaucoup à négocier. Notre ami et collègue Scott Ritter dit que le président Poutine a réduit ses 6 demandes à 2. La première, que l'Ukraine reconnaisse que les 4 régions du Donbass dans l'est de l'Ukraine appartiennent à la Russie. L'armée russe partira. L'appareil gouvernemental ukrainien restant partira aussi. La seconde, que le reste de l'Ukraine n'ait absolument rien à voir avec l'OTAN. Comment Zelensky pourrait-il accepter cela? Il ne rentrerait jamais vivant à Kiev. Je pense que si un vrai leader ukrainien légitime était aux commandes, un accord pourrait être trouvé. Les Ukrainiens veulent la fin de la guerre, pas de doute là-dessus. Mais Zelensky ne reconnaîtra jamais la légitimité du contrôle russe dans l'Est. Donc c'est un non catégorique. Ensuite, l'Ukraine doit être démilitarisée, c'est-à-dire ce qui reste de ce qu'on appelle l'Ukraine réduite. Je doute que la direction ukrainienne actuelle accepte ça. Je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait que ces 2 demandes. Ce matin, j'ai écouté des commentaires traduits de Yashchemsky qui parlait pour le gouvernement. Je n'ai pas eu l'impression que seules ces 2 demandes étaient prises en compte. Je suis donc un peu sceptique. Ça rend encore plus difficile toute possibilité d'accord. Vous en avez l'impression aussi? Moi oui, et mon impression vient d'une émission russe, The Great Game, à laquelle j'ai participé il y a quelques heures. L'un des questionneurs était un ancien général, chef du renseignement militaire russe, aujourd'hui sénateur. Il pense qu'après que Poutine a dit à M. Witt qu'il rencontrerait Trump, les Américains ont ajouté la condition que Zelensky soit présent. Les Russes ont immédiatement rétorqué « Vous êtes fous? Ça n'arrivera pas. » C'est l'interprétation russe, ou la mienne de leur interprétation de ce qui s'est passé ces 5 ou 6 dernières heures. Oui, je pense que c'est probablement vrai. Et encore une fois, c'est ce que Trump a dû avoir l'habitude de faire dans l'immobilier à New York. En d'autres termes, on organise une rencontre sur des hypothèses qui sont ensuite balayées après l'accord.
Je suis sûr que Witt a dit, le président veut juste vous rencontrer et discuter de plusieurs sujets, et on pense que c'est important. Puis il s'en va, et plus tard, on annonce, on veut Zelensky présent. Encore une fois, le rôle de Zelensky m'échappe complètement. Cet homme et son régime font partie intégrante de ce cabale malade du MI6, de la CIA et de l'administration Biden qui a créé tout ça. Pourquoi le président Trump se préoccupe-t-il de tout ça? Pourquoi est-il intéressé, même à distance? Ça n'a aucun sens. S'il est sérieux, quand il dit « c'est pas ma guerre », Judge, c'est quoi ce bordel? Personne n'y croit plus. Mais ce que vous venez de dire, c'est la compréhension russe de tout ça. Est-ce que Donald Trump et les gens autour de lui, Vance, Hegseth, Rubio, peu importe qui vous voulez mettre dans ce groupe, comprennent la mentalité russe ou la pensée et la détermination personnelle de Vladimir Poutine? Vous comprenez? Je ne peux pas parler. Vous savez, pour le secrétaire Rubio, si vous vous rappelez, lors des premières réunions après l'arrivée de Trump au pouvoir en Arabie Saoudite, le secrétaire Rubio a dit quelque chose de vrai. Ces rencontres pour normaliser les relations avec Moscou s'étaient très bien passées. Il avait raison. Elles s'étaient bien passées, et c'était un constat honnête. À ce moment-là, mon impression de Rubio, c'était qu'on voulait vraiment normaliser les relations indépendamment du problème ukrainien. Et il y avait une compréhension justifiée, du moins dans l'esprit de Trump, que notre relation avec la Russie était bien plus importante que les objectifs à court terme en Ukraine. Ça, on dirait que c'est passé à la trappe. Maintenant, où en est Rubio? Je ne sais pas. Je cherche toujours à comprendre pourquoi Witkoff va à Moscou et pas Rubio. Witkoff est le secrétaire d'État de facto, c'est un milliardaire promoteur immobilier qui a travaillé avec Donald Trump. Rubio, lui, est secrétaire d'État légal. Voilà pourquoi on parle de la délégation de New York qui commande et contrôle les États-Unis? Non. Si vous revoyez les émissions que vous avez faites avec moi dans les 60 jours suivant l'événement, j'ai dit que ce n'était pas un événement normal, qu'en fait, ça a été permis. J'ai pointé les avertissements donnés par le renseignement militaire égyptien aux Israéliens. J'ai aussi évoqué un groupe d'officiers du renseignement au sein de l'armée israélienne, des femmes, engagées uniquement pour surveiller tout ce qui se passe à Gaza, et qui avaient signalé une attaque imminente. Je suis aussi totalement d'accord avec Max Blumenthal, qui a parlé des tueries fratricides. Vous savez, l'armée israélienne est intervenue en tirant à tout va, tuant beaucoup de gens. La question, c'est où était-il avant? Pourquoi il n'y avait aucune force de réaction? Souvenez-vous, moi aussi j'ai visité cette zone, j'ai visité ce quartier général et je connais certains hauts gradés de l'armée israélienne. Ce sont des gens très compétents, très aiguisés. Ils maîtrisaient tout. Et j'ai dit à l'époque, ça sent mauvais, ce n'est pas réel. Ça a été laissé faire pour que ça déclenche une guerre plus large. Maintenant, vous entendez deux vrais sionistes qui ont toujours soutenu Israël dire un an plus tard « Oh, ça ne sent pas bon ». Eh bien, bienvenue à la fête. Merci d'être là. Vous êtes un peu en retard, bon sang. Est-ce que les Israéliens font du chantage à Donald Trump? Je ne serais pas surpris, ce ne serait pas difficile. Regardez, c'est un milliardaire. Et vous savez, ils font toutes sortes de choses parce qu'ils ont l'argent. Ils sont toujours entourés de femmes ou de tout ce qu'ils veulent. Alors, je suppose que tout est possible. Je dirais simplement ceci. Je pense que la plupart d'entre nous, moi y compris, ce que font les adultes, hommes ou femmes, dans la sphère privée, c'est leur affaire, Judge. Je veux dire, je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font. Quoi qu'ils fassent, c'est leur droit. Mais quand vous parlez d'enfants, c'est fini. C'est inacceptable. Et c'est là la vraie question, parce qu'on sait qu'Epstein était un pédophile. On sait qu'il nourrissait l'appétit des pédophiles, c'était un proxénète, un souteneur. Et cet homme faisait activement du chantage, pas dans le sens habituel, pour de l'argent, mais au service du Mossad. Et je ne doute pas que la CIA y ait aussi mis son grain de sel, peut-être même le MI6. Alors, malheureusement, la possibilité qu'il ait été ou soit encore victime de chantage est réelle. La question est, pourquoi? Si c'est pour des femmes, allez. Tous les joueurs de NFL, de NBA, tous ces gens, ils ont un accès illimité aux femmes.
Et si c'est dans l'autre sens, les hommes, je suppose. On s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Ça peut être dégoûtant peut-être. Ça peut vraiment baisser l'opinion que les gens ont de quelqu'un à cause de ce genre de comportement. Mais ce qui compte vraiment ici, plus que tout, ce sont les enfants. On a trop d'enfants qui disparaissent chaque année dans ce pays. On a toujours des enfants qui sont trafiqués à travers la frontière avec le Mexique, et franchement, dans nos ports et même au Canada. C'est horrifiant. C'est choquant. C'est mal. C'est maléfique. C'est ce qui dérange tout le monde. Et c'est ce dont le président Trump doit être sûr, qu'il ne fait pas partie de ça. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Je suppose qu'il est entaché juste parce qu'il est ami avec Epstein. Il devait savoir ce qu'Epstein faisait. Moi, je trouverais inconcevable que Trump lui-même soit impliqué là-dedans, mais il devait savoir ce qui se passait. Quand on couche avec des cochons, on finit inévitablement par sentir la porcherie. C'est la mauvaise nouvelle. Et encore une fois, c'est la dernière chose que je veux entendre à propos du président des États-Unis. André, alors, j'espère que c'est pas ça le problème, mais je pense qu'ils vont devoir tout avouer. Je pense que ces dossiers Epstein vont sortir. Et si jamais il s'avère qu'il est victime chantage, eh bien, d'abord, s'il en est ainsi, il a un choix. Il peut soit endurer la honte et la misère d'être exposé publiquement, soit il peut démissionner. Mais si vous êtes président des États-Unis, vous ne pouvez pas prendre de décision politique en fonction de ce qu'une agence étrangère détient contre vous. C'est clair. Non, et vous ne pouvez pas non plus accorder une grâce ou une commutation de peine au complice de ce pédophile dont la condamnation reposait sur les preuves apportées par celles qu'elle lui envoyait. Eh bien, ce qui est encore plus, oui. Et je pense que ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les rapports qui sortent, selon lesquels des milliardaires juifs fortunés et d'autres injectent de l'argent et de l'influence partout où ils peuvent pour aider et sauver cette femme. Je ne comprends pas ça. C'est répréhensible, c'est la dernière chose. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles elle est maintenant libérée de la prison où elle était détenue et bénéficie d'une sorte d'opportunité de sécurité minimale. Ce qui, d'après ce que je comprends, dans le cas de crimes sexuels, eh bien, c'est pas une option. Elle est dans une prison où il est interdit d'héberger des personnes condamnées pour crimes sexuels, particulièrement celles impliquées dans le trafic. Mais c'est là qu'elle est. Quoi qu'elle ait dit à Todd Blanche, l'ancien avocat de Trump, maintenant numéro 2 au ministère de la Justice, ça a suffi pour qu'on la transfère administrativement. Bon, assez parlé de ça, colonel. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter une dernière chose. Vous vous souvenez que le président Trump était dans le bureau ovale et s'est tourné vers Zelensky en lui disant « Tu n'as aucune carte à jouer ». Exact. Eh bien maintenant, le président Trump en Ukraine n'a aucune carte à jouer. Si dire à Milley de menacer la guerre contre la Russie est la carte qu'il pense avoir à jouer, alors il a perdu la tête. Parce que la chose à garder en tête, si vous regardez toutes ces simulations que nous avons eues pendant de nombreuses années, et je parle de mon expérience militaire quand j'étais en service actif, et depuis, toutes celles impliquant spécifiquement l'Union soviétique, ont inévitablement escaladé au niveau nucléaire. Et quand c'était le cas, on concluait assez justement, une fois arrivé à ce niveau, il était très difficile de contrôler quoi que ce soit. Et l'idée que vous pouvez utiliser une soi-disant arme nucléaire tactique en étant sûr que tout le monde de l'autre côté saura, ce n'est qu'une arme tactique. Vous savez, comme Colin Powell l'a dit à l'époque,
Je ne pense pas qu'on puisse larguer une bombe nucléaire sur quelqu'un et lui dire que c'est une petite, sans s'attendre à une réponse. C'est absurde. Je pense qu'on est arrivé au point où James Madison, et vous êtes un meilleur spécialiste constitutionnel que moi, je pense que c'était dans Federalist Nerdis, il disait qu'on essayait de structurer le pouvoir dans le gouvernement pour compenser ou au moins faire face à la possibilité que nous n'ayons pas, je cite, toujours un homme éclairé à la barre. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'hommes éclairés. Quiconque parle aussi à la légère, comme ce général 4 étoiles, cet homme Milley, et un autre co-architecte du désastre en Afghanistan et du retrait, quand vous parlez comme ça, vous montrez que vous avez dû le contact avec la réalité. Et la mauvaise nouvelle pour nous, je suppose que la bonne nouvelle pour nous, c'est que les Russes ne l'ont pas perdu, parce que Poutine s'est plié en 4 pour éviter que ces provocations ne débouchent sur un échange nucléaire. C'est la dernière chose qu'il veut. Et il fera tout pour l'éviter. Mais à un moment donné, il perdra patience si nous persistons sur cette voie, et je ne voudrais pas que ça arrive. Je pense qu'il vaudrait mieux pour nous d'exercer un peu de retenue et de trouver une autre voie. Négocier intelligemment. Mais d'abord, si vous allez rencontrer l'homme, et c'est quelque chose que le président Trump doit comprendre, il faut avoir une architecture stratégique plus large en tête. Ce n'est pas suffisant d'avoir une réunion pour dire « Bon, réglons l'Ukraine ». Non, réglons tout. Clarifions nos intérêts. Quels sont vos intérêts? Quels sont nos intérêts? Comment harmoniser tout ça? Et si on peut, alors on peut éviter un conflit futur. Ça devrait être l'objectif. Je n'entends personne dire ça. Je ne sais pas si Donald Trump comprend ça ou s'en soucie, ou s'il veut juste obtenir une cessation temporaire des hostilités pour que ceux qui votent pour le prix Nobel de la paix, pour lequel il a été nommé par Benjamin Netanyahou, vous ne pouvez pas inventer ça, le regardent favorablement. Le groupe de femmes en Norvège qui décide. La dernière à laquelle j'ai prêté attention l'a donnée à Barack Obama parce qu'il n'était pas blanc et qu'il avait été élu, non? Maintenant, je suppose que vous pourriez retourner la situation et faire quelque chose d'aussi stupide pour Trump. Je ne sais pas. Je me suis un peu éloigné de toute cette affaire du prix Nobel de la paix. Ce qui concerne le fond, surtout en sciences, ingénierie, technologie et peut-être littérature, ont du sens. Mais cette histoire de prix de la paix, je ne sais pas si c'est encore très significatif, Judge.